Les parents avaient abandonné leur fille nouveau-née, atteinte d'une grave maladie génétique. Ils vécurent avec ce secret pendant 17 ans. Jusqu'à ce que leur fils adoptif ramène sa petite amie à la maison. La mère se figea en voyant une tache de naissance familière sur le poignet de la jeune femme. Si une cicatrice sur l'âme peut aussi être considérée comme un acte de loyauté, Ruben, alors je suis la petite amie la plus riche de Saint-Jacques-de-Compostelle, dit Isabelle avec un léger rire. Mais dans ses yeux gris et ses yeux orageux dont Ruben parlait souvent une ombre vacillait. Il se trouvait au milieu du salon d'un vieil appartement communautaire sur l'île de Sol. Mais un appel à la responsabilité. 4 générations de la famille Almagro ont vécu entre ces murs. Imaginez ça? Ruben s'approcha d'elle. L'entoura des épaules et enfouit son nez dans ses cheveux châtains. Mes ancêtres ne m'ont laissé que des mains calleuses et une obstination à toute épreuve. Mais, tu sais. On commence. Je n'attendais que toi. Oui. Oui. N'est-il pas ironique que Jane Eyre ne trouve le bonheur que lorsque Rochester perd la vue, demanda Isabelle. La cécité comme révélation, un paradoxe victorien typique ou quelque chose de plus profond? Son regard parcourut l'auditoire, 20 visages, certains attentifs. D'autres endormis ou manifestement ennuyés. Elle adorait ce moment de silence tendu avant que quelqu'un n'ose parler. C'est peut-être une métaphore de l'égalité, dit une fille du premier rang. Leva la main. Et si c'était juste une astuce pour concilier une histoire féministe avec une fin romantique? Un éclat de rire parcourut la salle. Isabelle s'autorisa un sourire. Ce tour de passe-passe de Charlotte Brontë a survécu à un siècle et demi et suscite toujours le débat. Pas mal pour un procédé littéraire, non? Elle rassembla ses papiers et jeta un coup d'œil à sa montre. La semaine prochaine, nous verrons pourquoi Bertha Tamon est enfermée dans le décevant et non dans un asile. Le changement de temps l'avait affecté plus que d'habitude ces derniers temps. Son téléphone vibrait doucement dans son sac, un message de Ruben. Je suis parti tôt. Je t'attends à l'entrée principale. J'ai des nouvelles. Tu ressembles à une figurine de porcelaine parmi ces lions de pierre. Quelles nouvelles? Patience, professeur. Chaque chose en son temps. Ils se dirigèrent vers un sentier latéral où, à l'ombre de vieux tilleuls. Puis s'agenouilla soudain devant elle. Ruben, silence. Je répète ce discours depuis 2 semaines. Si tu m'interromps, je vais m'embrouiller et passer pour un idiot. Il sortit une petite boîte en velours légèrement usée. Ma grand-mère a tout vendu pendant le premier hiver du blocus. Tout sauf ça. Il ouvrit la boîte. Sur un coussin délavé reposait une bague en aigue marine entourée de petits diamants. Ce n'était pas seulement un bijou, mais une promesse d'avenir. Alors que tout le monde autour mourait de faim. Elle contempla cette pierre et crut que la vie continuerait. Une boule se forma dans la gorge d'Isabelle. Isabelle Arturo, la voix tremblante de Ruben, je te demande en mariage. Non pas parce que tu es intelligente, belle ou issue d'une famille distinguée, mais parce qu'à tes côtés. Je vois l'avenir aussi clairement que ma grand-mère le voyait à travers cette pierre dans ses jours les plus sombres. Les larmes brouillèrent le discours d'Isabelle. Elle hocha la tête et tendit une main tremblante. Ruben glissa la bague à son doigt. Parfait, murmura-t-il. Comment as-tu connu ma taille de bague? Je suis restaurateur. J'ai l'œil vif et une bonne mémoire du détail. Assise sur le banc, main dans la main, Isabelle dit soudain, tu sais? Je pense que nous aurons des enfants merveilleux. Votre sens pratique et ma tendance à la rêverie, sourit Ruben. Vos mains d'artisan et mon recueil d'anecdotes historiques. Et vos yeux, ajouta-t-il. Sans aucun doute, vos yeux. Le mariage était intime, mais, comme l'a dit Arkady Nikodimowitch, axé sur le potentiel intellectuel. Dans une vieille demeure au bord de la Fontanka. Les collègues de l'académie du père d'Isabelle se sont réunis, ainsi que des amis de l'université et la famille de Ruben, des gens simples mais forts du quartier de Vivors. Le jeune couple n'a pas seulement uni leur cœur, mais a uni 2 mondes de Saint-Jacques-de-Compostelle, apporté un toast à un professeur de linguistique historique aux cheveux argentés. Le monde des idées et le monde de l'action. La mère de Ruben, une petite femme aux mains laborieuses et au dos droit, lui murmura à l'oreille, « Tu as une femme très belle et cultivée. » Plus tard, après le départ des invités, Arturo Nicolas resta pour aider au ménage. Isabelle remarqua le regard long et tendre de son père, d'une douceur inhabituelle. « Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Aujourd'hui, tu ressembles beaucoup à ta mère. »
La même expression, l'espoir du bonheur. Il parlait rarement de sa femme, décédée quand Isabelle avait 6 ans. Tu crois qu'elle aurait approuvé? Demanda Isabelle en désignant Ruben d'un signe de tête, qui discutait avec animation avec le chauffeur de taxi près de la porte. Sans aucun doute, répondit son père en l'embrassant sur le front. Il est sincère. C'est rare de nos jours, avec les symboles et les simulacres. En décembre 2005, ils avaient transformé une pièce poussiéreuse avec accès au balcon en future chambre de bébé. Peut-être que ton arrière-grand-père y a dormi. Isabelle a placé des livres sur les étagères, des contes de Pouchkine ou Le Petit Prince. Ce n'est pas un peu tôt? Ruben sourit en désignant une traduction académique de Alice au pays des merveilles. Il n'est jamais trop tôt, répondit Isabelle fermement. Les enfants absorbent la musique du langage bien avant d'en comprendre le sens. Cette nuit-là, lorsque le test fut positif, ils étaient assis par terre dans la chambre d'enfant, adossés au mur. Sans voix. Ruben lui tenait la main fermement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. On a réussi, murmura-t-elle enfin. Du premier coup. Je t'avais dit que j'avais des mains en or. Plaisanta Ruben, même si sa voix tremblait. La même semaine, il reçut un appel de l'atelier de restauration. À l'intérieur, ils ont obtenu la commande de Carmen Nostrovski. Vous vous souvenez de cette demeure seigneuriale avec les Atlantes? Le budget est approuvé, les délais sont serrés. J'accepte, dit Ruben avant qu'ils aient fini de parler. Sa vie entrait dans une nouvelle phase et tout semblait s'accorder parfaitement. Qu'en pensez-vous, docteur? Isabelle essayait de distinguer la silhouette du bébé sur l'échographie. Mais elle ne voyait que des ombres floues. Le médecin, une femme âgée aux cheveux gris soigneusement coiffés, déplaçait la sonde sur son ventre plus longtemps que d'habitude. Tu es à la 13e semaine, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, les yeux fixés sur l'écran. Oui, répondit Isabelle, un nœud se resserrant dans sa poitrine. Je veux vérifier certains paramètres, dit calmement le médecin. Ne vous inquiétez pas. Mais Isabelle était déjà inquiète. Elle avait passé des nuits à rêver de couloirs labyrinthiques. De portes closes derrière lesquelles quelqu'un pleurait. Elle se réveilla trempée de sueur froide, les mains posées sur son ventre pour la protéger. Vous savez quoi? On fera un autre contrôle dans une semaine, dit finalement le médecin. Tout semble normal maintenant, mais je veux observer certaines valeurs au fil du temps. Mais le bébé va bien? Tout se passe comme prévu, Isabelle. Elle s'approcha de la fenêtre, contemplant les tilleuls jaunes dans la cour. Enfin, tout se déroule comme prévu dans ma vie. Ne cherchez pas les problèmes là où il n'y en a pas. Arturo Nicolas s'ouvrit la bouche pour répondre, mais se retint. Il connaissait trop bien ce regard obstiné et la même expression de sa mère lorsqu'elle refusait des examens supplémentaires. L'histoire se répétait, pensa-t-il. Mais il la rejeta comme une superstition indigne d'un scientifique. Cet après-midi-là, Ruben trouva Isabelle dans la chambre du bébé. Debout près de la fenêtre ouverte. Elle respirait le parfum de l'automne à Pétersbourg, la terre humide, les feuilles mortes, la fumée lointaine. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en l'entourant de ses bras par derrière. « Le destin » murmura-t-elle. « Croyez-vous que certaines choses sont prédestinées? Je crois aux mains qui peuvent réparer n'importe quel dommage. Il semble savoir ce qu'il fait. » La pluie printanière claquait avec insistance sur les vitraux de l'ancien service des urgences de l'hôpital Petrovski. Ruben ne pouvait détacher son regard des gouttes qui glissaient sur les vitres colorées, parfaitement préservées. Une autre fois, il aurait admiré le savoir-faire artisanal. Les cadres de fenêtres inhabituels, l'habileté des restaurateurs à préserver l'histoire sans sacrifier la fonction. Mais pas maintenant. Quel est le nom du patient? Demanda l'infirmière en lui tendant un formulaire. Alobskaya, la voix de Ruben se brisa. Isabelle Arturo de Almagro. 32 semaines de grossesse. Trop tôt, tu comprends? Il chercha du soutien dans le regard de l'infirmière. Elle hocha la tête avec une compassion professionnelle. Veuillez remplir le formulaire. Le médecin examine déjà votre femme. Ruben s'affala sur le comptoir de la réception. Des portes ouvertes du service s'élevaient des voix étouffées, le cliquetis des instruments, le bourdonnement rythmique du matériel médical. Les plafonds s'élevaient et les sons se dissolvaient sous les arches comme un épais brouillard, perdant leur acuité. Il nota la date de naissance d'Isabelle et, soudain, sa main trembla.
Une tache d'encre s'étala sur le papier comme une fleur noire. Ruben regarda la tache dévorer les lignes, incapable de bouger. C'est un mauvais signe, lui traversa l'esprit. Et il se réprimanda immédiatement d'avoir pensé cela. Il ne croyait pas aux superstitions. Il n'y avait jamais cru. Ruiné. L'infirmière lui a remis un nouveau formulaire. Ce n'est rien. Ça arrive. Tout le monde est nerveux. Ces simples paroles le ramenèrent à la réalité. Il essuya la sueur qui perlait soudain sur son front et continua à remplir les papiers. Ses mains, autrefois assez habiles pour restaurer les délicats reliefs en stuc, lui obéissaient désormais avec difficulté. 3 heures se sont écoulées. Ruben était assis dans le couloir sous une ancienne fresque représentant la guérison des malades lorsqu'un petit médecin âgé au regard lourd et scrutateur s'est approché. Ruben Andrés. Je suis le docteur Yanné. Pourriez-vous m'accompagner un instant? Ils entrèrent dans un petit bureau et, à travers une immense fenêtre allant du sol au plafond, Ruben vit la cour de l'hôpital fleurie de pommiers. Le contraste entre la sévérité clinique à l'intérieur et l'explosion printanière à l'extérieur frappa Ruben comme cruel. Les mots parvinrent à Ruben comme sous l'eau. Il les entendait mais ne parvenait pas à en saisir le sens, se heurtant à son incapacité à accepter ce qui se passait. Ce doit être une erreur. Murmura-t-il finalement. Tout s'est bien passé. Nous sommes en bonne santé. Nous nous sommes bien préparés. Yanné le regarda avec les yeux de quelqu'un qui a vu cette réaction 1000 fois. Malheureusement, cette maladie peut survenir même chez des parents en parfaite santé. C'est une sorte de loterie génétique. Loterie. Comment a-t-il pu appeler cela une loterie? Ruben sentit une vague de colère monter en lui pour finalement se heurter au mur muet de l'impuissance. Que pouvons-nous faire, fut tout ce qu'il put dire. Une demi-heure après l'appel, Arturo Nicolas est arrivé. Il est entré à l'hôpital avec le dos droit et une expression concentrée. Mais lorsque Ruben lui a annoncé le diagnostic, les épaules du vieil historien se sont affaissées. J'ai appelé Madrid, a déclaré Arturo Nicolas alors qu'ils étaient assis à la cafétéria de l'hôpital, ignorant le thé froid et intact. Boris Leonidovitch arrivera demain matin. C'est un spécialiste des maladies génétiques rares. Tu penses qu'il peut t'aider? La voix de Ruben était pleine d'espoir qu'il essayait de réprimer. Arturo Nicolas le regarda attentivement. Je suis historien, Ruben. Je sais que l'histoire est rarement clémente envers les destins individuels, mais je sais aussi que certaines personnes parviennent à changer de cap. Il s'arrêta. L'histoire ne nous prépare pas à des épreuves comme celle-ci, Ruben, mais elle nous apprend qu'il y a toujours un choix. À ce moment-là, Ruben vit une blouse blanche passer derrière son beau-père. Une infirmière se précipita dans le couloir. Isabelle s'est réveillée, dit-elle. Elle demande à voir sa fille. L'unité de soins intensifs néonatales semblait être un lieu qui ne devrait pas exister, un lieu pris entre la vie et la mort, où le temps semblait s'étirer et se contracter à chaque respiration. Là, la lueur stérile du matériel médical se mêlait à l'horreur brute et primitive de l'impuissance. L'infirmière a poussé son fauteuil roulant devant des incubateurs berçant de minuscules corps emmêlés dentifrices et des tubes. « Je veux la voir, dit Isabelle. Reconnaissant à peine sa propre voix rauque, exigeante. Le médecin ne le recommande pas, répondit-il prudemment. Je veux voir ma fille. Vêtue d'une blouse stérile, d'un masque et de gants. Isabelle se sentait comme une étrangère entrant dans un autre monde alors qu'elle s'approchait de la vitre de l'incubateur. À l'intérieur se trouvait une minuscule créature, ressemblant davantage à un oiseau effrayé qu'à un bébé humain. Sa peau était marquée de taches étranges, ses doigts étaient tordus de manière anormale. Mais ses yeux gris impossibles que Ruben avait tant rêvé de voir chez sa fille étaient ouverts, fixant directement Isabelle. « Je peux la toucher ?» demanda doucement Isabelle à l'infirmière. Uniquement par l'ouverture spéciale de l'incubateur. Avec précaution, Isabelle glissa sa main à l'intérieur, effleurant du doigt la paume fragile. Et puis elle l'a vu, une tache de naissance sur le poignet du bébé en forme de clé à l'ancienne, la même marque qu'elle portait, la même que sa mère, sa grand-mère avant elle. C'est la marque de la famille Alkowski, murmura Isabelle, les larmes lui montant à la gorge. Cela signifie qu'elle est forte, qu'elle survivra. L'infirmière la regarda avec compassion. Mais Isabelle le remarqua à peine. Elle ne voyait que sa fille faible, malade, mais sienne portant la marque de leur lignée.
Symbole d'appartenance à une longue lignée de femmes qui avaient survécu à leur propre tragédie. Le lendemain, le comité médical s'est réuni. Outre Yanné, 3 autres médecins étaient présents. Ainsi qu'un professeur madrilène, Boris Leonidovitch Kromskoy, un homme grand, au profil pointu et aux yeux tristes. Arturo Nicolas était assis à côté de Ruben, prenant des notes comme s'il assistait à une conférence universitaire. Le syndrome de Gomez-Merchant sous une forme aussi grave est extrêmement rare, a expliqué Kromskoy, en affichant des images sur un écran. Dans ce cas, nous observons une atteinte myocardique, des anomalies digestives et des altérations cutanées caractéristiques. S'il vous plaît. Soyez direct, dit Isabelle depuis son fauteuil roulant, pâle comme si elle avait perdu toute couleur, mais assise droite et résolue. Que peut-on faire? Kromskoy échangea un regard avec Yanné. Il existe des méthodes de traitement expérimentales, a-t-il finalement répondu. Il existe des programmes en Allemagne et aux États-Unis. Mais les résultats sont contradictoires et les coûts sont très élevés. Combien? Demanda Ruben. Lorsque Kromskoy nomma le personnage, un lourd silence s'abattit sur la pièce. Nous vendrons l'appartement, déclara fermement Isabelle. La bibliothèque de mon père, mes bijoux, tout ce qu'il faut. Hiroshka, murmura doucement Arturo Nicolas. Même cela pourrait ne pas suffire. Et avec tout le respect que je vous dois, a ajouté Yanné, ce n'est pas seulement une question d'argent, même en cas de traitement réussi. Quelle qualité de vie pourrait avoir un enfant qui est pratiquement mort? Isabelle l'interrompit brusquement. Je ne la laisserai pas mourir. Je ne le permettrai pas. À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Une grande femme entra, les cheveux lissés en arrière, le regard vif et autoritaire. Zoraida Constanza s'est présentée comme la chef du département. Mais je dois vous dire ce que mes collègues hésitent à dire par délicatesse. Elle s'arrêta. Tu dois penser à l'avenir. Tu es encore jeune, tu auras peut-être d'autres enfants. Cet enfant, même s'il survit, ne sera jamais en bonne santé. Le visage d'Isabelle rougit de fureur. Comment oses-tu? C'est ma fille, pas un objet défectueux à jeter. C'est précisément parce qu'elle est ta fille que tu dois considérer sa souffrance, répondit Zoraida. Êtes-vous prêt à la condamner à une vie d'hôpital, de douleur et de dépendance? Ruben, debout derrière la chaise d'Isabelle, posa ses mains sur ses épaules, peut-être pour la soutenir, peut-être pour la stabiliser. Mais à cet instant, il s'est passé quelque chose, dit doucement Ruben. Isabelle s'appuya sur les oreillers. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Non, répondit Yanné. Son état est stable. Mais nous devons parler. Isabelle Arturo hésita avant de trouver les mots qui bouleverseraient son monde. Il y a eu des complications pendant l'opération. Nous avons dû procéder à une hystérectomie d'urgence. Je suis vraiment désolé, mais tu ne pourras plus avoir d'enfant. Ruben se précipita vers elle, essayant de l'embrasser. Les pommiers fleurissaient dans la lumière déclinante. La vie continuait au-delà du verre, pleine de couleurs, de parfums et de sons. Inatteignable. Laisse-moi tranquille, murmura Isabelle. D'une voix à peine audible. S'il vous plaît, j'ai besoin d'être seule. Alors que la porte se refermait derrière eux, elle se permit de verser des larmes silencieuses. Cria-t-elle dans le vide de la pièce. Personne n'a répondu. Plus tard, lorsque les larmes furent séchées, Isabelle trouva un cahier et un stylo sur la table de chevet. Les mains tremblantes. Elle écrivit un mot dans le noir, espoir. Madrid les a accueillis avec chaleur et apathie. L'immense ville continuait sa marche. Indifférente à la petite tragédie qui se déroulait dans l'un de ses innombrables hôpitaux. Une fenêtre scellée avec du papier jauni au coin. Mais le loyer était bon marché et la proximité de l'hôpital compensait tous les inconvénients. C'est temporaire, a déclaré Ruben la première fois qu'ils sont entrés dans la pièce. Juste un mois, peut-être 2. Isabelle resta silencieuse. Elle avait déjà compris que tout leur temporaire s'étirerait indéfiniment, comme un fin élastique sur le point de se casser. Chaque matin, elle se rendait à l'unité de soins intensifs. Lui lisait à haute voix Pouchkine et Bratsky ou de vieilles histoires dont elle se souvenait de son enfance. J'ai l'étrange sentiment qu'elle comprend tout. Ils comprennent tout. Mais dans les yeux d'Isabelle, elle voyait ce qu'elle avait remarqué chez tout le personnel de l'hôpital, un mélange de passion et d'impuissance.
Elle pensait qu'il disait qu'il croyait, mais en vérité, aucun d'entre eux n'y croyait vraiment. Une semaine plus tard, Ruben, épuisé par sa recherche d'emploi infructueuse, rentra plus tard que d'habitude. Il sentait le tabac et la pluie d'été. « J'ai trouvé un travail temporaire », dit-il en évitant le regard de sa femme. « Dans un atelier de restauration à Alameda. Ils m'embaucheront comme ouvrier. » « Un ouvrier ?» répéta Isabelle, incrédule. « Mais vous êtes le meilleur restaurateur de stuc de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça n'a pas d'importance ici. On a besoin d'argent, de n'importe quel argent, de tout ce qu'on peut obtenir, répondit Ruben. Isabelle hocha la tête, incapable de trouver les mots. Cette nouvelle vie, avec ses humiliations, son extrême frugalité et ses files d'attente interminables aux cliniques, lui donnaient l'impression d'être emporté par un courant trouble, les éloignant toujours plus du rivage qu'il connaissait. La foi en un miracle qu'il avait soutenu les premières semaines s'estompait à chaque visite à leur fille, à chaque nouvelle conversation avec les médecins dont l'inquiétude s'accentuait. Le docteur Saragossa est arrivé, une femme d'une quarantaine d'années, aux yeux marrons attentifs et à la coupe de cheveux un peu démodée. « Je suis spécialisée dans les maladies génétiques rares. » dit-elle en entrant dans la pièce sans prévenir. Elle s'assit à côté d'Isabelle, près de la couveuse, et observa l'enfant un long moment. Non pas avec pitié ou avec l'intérêt détaché typique de la plupart des médecins, mais avec une concentration obstinée, presque comme un chercheur. « Nous avons un programme expérimental, » a déclaré Saragossa après une pause. Il s'agit d'une combinaison de thérapie génique et d'intervention chirurgicale. Nous avons constaté des résultats chez des patients présentant des symptômes similaires. Le cœur d'Isabelle commença à battre la chamade. Est-ce que ça peut la guérir? L'expression de Saragossa s'adoucit. Il s'agit de prolonger la vie, Isabelle Arturo, pas de guérison complète. Le syndrome de Gomez-Merchant touche trop de systèmes corporels. Mais elle vivra. Insista Isabelle. Combien de temps? Personne ne peut répondre à cette question, répondit Saragossa en haussant les épaules. Des mois, des années, peut-être des décennies si on a de la chance. Mais la qualité de cette vie est variable. On ne peut pas promettre de miracles. Les miracles appartiennent à l'Église. Et j'attends de toi des médicaments, dit Isabelle avec un sourire amer. Elle et Ruben n'ont pas pu s'approcher de ce montant. C'est irréel, a déclaré Ruben ce soir-là, en regardant les toits de Madrid depuis la fenêtre de leur chambre. On a déjà mis vos bijoux en gage. On a contracté un prêt. Je travaille 12 heures par jour, et ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Isabelle s'assit sur le canapé, serrant ses genoux. On pourrait vendre l'appartement. Mais où vivrions-nous ensuite? Ruben se tourna vers elle et dans ses yeux, Isabelle vit ce qu'elle ne voulait pas voir, une fatigue proche du désespoir. Et même là, ça ne couvrirait que 6 mois de traitement. Et après? Je ne sais pas. Je sais juste que je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas l'abandonner. Tu comprends? Parfois. Lâcher prise n'est pas une trahison, mais de la compassion, murmura Ruben. Il faut être réaliste, Isabelle. Elle se leva brusquement, comme frappée. Réaliste? Tu me demandes d'abandonner ma propre fille, de la laisser mourir parce que nous n'avons pas d'argent? Je vous demande d'accepter la situation telle qu'elle est. Ruben a élevé la voix pour la première fois dans leur relation. On est ruiné. Tu es épuisé. Je perds mon travail à Saint-Jacques-de-Compostelle, et notre fille n'a quasiment aucune chance. Elle secoua simplement la tête et son père, mettant la valise de côté, l'embrassa silencieusement. Plus tard, ils se sont assis dans une vieille cour de Moscou entourée d'érables. Isabelle semblait épuisée. Sa peau était fine, ses yeux étaient cernés de bleu, ses lèvres gercées et ses cheveux ternes. Je n'abandonnerai pas, papa. Acquiesça-t-il. Ma première femme, Elena, est décédée 1 an après notre mariage. Elle souffrait d'une maladie héréditaire rare apparue subitement. Il sortit une vieille photo de la poche intérieure de sa veste. Une jeune femme au visage délicat et aux yeux gris étonnamment familiers regardait la caméra avec un léger sourire. Isabelle? Hésita-t-elle. Elle te ressemble beaucoup, acquiesça son père, et à ta fille. Je m'en suis rendu compte la première fois que j'ai vu la petite. Les mêmes yeux, la même forme de visage. Et je crains la même maladie, bien que sous une forme différente. Pourquoi n'as-tu rien dit?
La voix d'Isabelle ne contenait aucune accusation, seulement de la confusion. Je voulais te protéger de cette connaissance, de cette peur, répondit-il en tordant un mouchoir dans ses mains. Maintenant, je comprends que j'avais tort. Tu aurais dû connaître les risques avant la grossesse. Et qu'est-ce que cela aurait changé pour moi? Isabelle sourit amèrement. J'aurais voulu avoir un enfant de toute façon. Mais tu aurais pu être préparé, a-t-il dit. Test génétique, consultation de spécialistes. Isabelle secoua la tête. On ne peut pas changer le passé, papa. La seule chose qui compte, c'est ce que je fais maintenant. Zoraida Constanza est apparue à la clinique de Madrid un mois après le transfert de la jeune fille. Elle entra dans la pièce comme si elle en était la propriétaire. Examina les machines, passa en revue les dossiers. Son état est stable mais sans progrès, a-t-elle déclaré. Comme prévu. Isabelle, assise près de l'incubateur, était tendue. Tu es venu juste pour dire ça. Je suis venu pour te parler. Zoraida Constanza était assise en face d'elle. Quand viendra le temps de prendre une décision? J'y suis déjà arrivé. Coupa Isabelle. Ma fille vivra. Zoraida Constanza a parlé calmement des probabilités, des statistiques et des difficultés qui attendaient la jeune fille et ses parents. Ces mots étaient comme un scalpel, précis, impitoyable, coupant profondément jusqu'au cœur. Ils disent qu'ils croient, pensa-t-elle, mais en vérité, personne ne croit vraiment. Une semaine plus tard, Ruben, épuisé par sa recherche d'emploi infructueuse, rentra chez lui plus tard que d'habitude. Il sentait le tabac et la pluie d'été. J'ai trouvé un travail temporaire. Mais vous êtes le plus grand restaurateur de stucs de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça n'a pas d'importance ici. On a besoin d'argent, de n'importe quel argent. Elle hocha la tête en silence. Sans voix. Cette nouvelle vie, avec ses humiliations, ses économies démesurées, ses files d'attente interminables dans les cliniques, leur donnait l'impression d'être emportées par un courant trouble. Les entraînant toujours plus loin du rivage familier. Les jours se transformaient en une routine monotone, hôpital, chambre, hôpital. Isabelle a remarqué comment son attitude changeait face à tout ce qui se passait autour d'elle. La foi en un miracle qui l'avait soutenue les premières semaines s'estompait à chaque visite à sa fille. À chaque nouvelle conversation avec les médecins, dont les visages devenaient de plus en plus inquiets. L'état est stable, ont-ils répété. Âgée d'une quarantaine d'années, avec des yeux marrons attentifs et une coupe de cheveux démodée. Elle s'est spécialisée dans les maladies génétiques rares. Sans prévenir, elle entra dans la pièce. S'assit à côté d'Isabelle près de la couveuse et observa l'enfant pendant un long moment. Ce n'était pas de la pitié ou l'intérêt détaché que la plupart des médecins montraient. Mais une concentration obstinée et investigatrice. Nous avons un programme expérimental, a finalement déclaré Saragossa après une pause. Il s'agit d'une combinaison de thérapie génique et d'intervention chirurgicale. Nous avons constaté des résultats chez des patients présentant des symptômes similaires. Le cœur d'Isabelle se mit à battre violemment. Est-ce que ça peut la guérir? Le regard de Saragossa s'adoucit. On parle de prolonger la vie, Isabelle Arturo, pas de guérison complète. Saragossa haussa les épaules. Des mois, des années, peut-être des décennies si on a de la chance. Mais la qualité de cette vie est incertaine. On ne peut pas promettre de miracle. Les miracles appartiennent à l'Église, dit Isabelle avec un sourire amer. J'attends de toi des remèdes. Plus tard, alors qu'Isabelle examinait les documents du programme. Elle a découvert le coût du traitement. La figure était une cruelle moquerie. Même en vendant tout ce qu'elle et Ruben possédaient, ils n'auraient pas pu réunir cette somme. C'est irréel. A déclaré Ruben ce soir-là, en regardant les toits de Madrid depuis la fenêtre de sa chambre. On a déjà mis tes bijoux en gage. On a contracté un prêt. Je travaille 12 heures par jour. Et après ça? Je ne sais pas. Je sais juste que je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas l'abandonner, tu comprends? Parfois, lâcher prise n'est pas une trahison. Mais de la compassion, murmura Ruben. Il faut être réaliste, Isa. Elle se leva brusquement, comme frappée. Réaliste. Vous me demandez d'abandonner ma propre fille. De la laisser mourir parce que nous n'avons pas d'argent. Je vous demande d'accepter la situation telle qu'elle est. Pour la première fois, Ruben a élevé la voix dans leur relation.
On est ruiné. Tu es épuisé. Je perds mon travail à Santiago, et notre fille n'a quasiment aucune chance. A-t-elle une chance si ses parents ne croient pas en elle, s'écria Isabelle. Mais apparemment, tu n'en fais pas partie. Ils se regardaient avec des expressions identiques de douleur et d'incompréhension. Comme deux personnes réalisant soudainement qu'elles parlent des langues différentes. Je n'en peux plus. Ruben attrapa sa veste et se dirigea vers la porte. J'ai besoin d'air. La porte claqua derrière lui et un morceau de vieux plâtre tomba du plafond. Isabelle resta seule, entendant les pas s'estomper dans les escaliers et sa propre respiration superficielle et saccadée. Comme quelqu'un qui lutte pour rester à flot. Puis Arturo Nicolas est arrivé sans prévenir. Il est apparu à la porte de sa chambre avec une petite valise et un imperméable démodé. Il avait l'air plus vieux qu'il ne l'était. Une réunion du présidium à l'académie, a-t-il expliqué. Comment vas-tu, ma fille? Isabelle aurait voulu mentir, dire le « bien » habituel. Mais les mots lui restèrent en travers de la gorge. Elle secoua simplement la tête. Son père posa la valise et la serra dans ses bras en silence. Plus tard. Ils se sont assis dans une ancienne cour de style moscovite entourée d'érables. Isabelle avait l'air épuisée, sa peau était fine, des cernes bleutées sous ses yeux, ses lèvres gercées. Ses cheveux ternes. « Je n'abandonnerai pas, papa », dit-elle en regardant les enfants jouer à proximité. Peu importe ce que disent les médecins, peu importe ce que pense Ruben. Non, tu ne l'as jamais dit. Je n'en ai jamais parlé, acquiesça-t-il. Ma première femme, Elena, est décédée 1 an après notre mariage. Elle souffrait d'une maladie héréditaire rare apparue subitement. De la poche intérieure de sa veste, il sortit une vieille photographie. Une jeune femme au visage délicat et aux yeux gris saisissants regardait la caméra avec un léger sourire. « C'est Isabelle, dit-il. »« Elle te ressemble beaucoup, douta Isabelle. »« Et ta fille ?» dit son père. Je m'en suis rendu compte la première fois que j'ai vu le petit. Les mêmes yeux, la même forme de visage et j'ai bien peur que ce soit la même maladie. Bien que sous une forme différente. Pourquoi n'as-tu rien dit? La voix d'Isabelle ne contenait aucune accusation, seulement de la confusion. Je voulais te protéger de cette connaissance. De cette peur, répondit-il en tordant un mouchoir dans ses mains. Maintenant, je sais que j'avais tort. Tu aurais dû connaître les risques avant la grossesse. Et qu'est-ce que cela aurait changé pour moi? Isabelle sourit amèrement. J'aurais voulu avoir un enfant de toute façon, mais tu aurais pu te préparer, a-t-il répondu. Test génétique. Consultation de spécialiste. Isabelle secoua la tête. On ne peut pas changer le passé, papa. La seule chose qui compte, c'est ce que je fais maintenant. 1 mois après le transfert de la jeune fille, Zoraida Constanza s'est présentée à la clinique de Madrid. Elle est entrée dans la pièce comme si elle en était la propriétaire, a examiné l'équipement. A passé en revue les dossiers. L'état est stable mais sans amélioration, a-t-elle déclaré. Comme prévu. Isabelle, assise près de l'incubateur, est étendue. Tu es venu uniquement pour dire ça. Je suis venu pour vous parler. Zoraida Constanza était assise en face d'elle. Quand vient le temps de prendre une décision? J'y suis déjà arrivé, coupa fermement Isabelle. Ma fille vivra. La question est de savoir quel genre de vie elle aura, répondit calmement Zoraida Constanza. Elle a parlé longuement. Méthodiquement, des probabilités, des statistiques et des défis qui attendaient l'enfant et ses parents. Ces mots étaient comme un scalpel, précis, implacable, coupant profondément jusqu'au cœur. Ruben l'écouta en silence, puis s'assit à côté d'elle et lui prit les mains. Tu sais que ça pourrait être un piège? Une manipulation? Je sais, acquiesça Isabelle. Mais si c'était une opportunité pour nous, pour lui? Et si, demanda-t-il avec hésitation, ça te rappelle quelque chose? Elle sera toujours avec moi. Murmura Isabelle en pressant sa main contre sa poitrine, et rien n'y changera. Mais peut-être que je pourrai donner de l'amour à un autre enfant. Peut-être que cela aura du sens. Ruben la fixa un long moment, puis hocha la tête. Bon, voyons au moins l'enfant. L'hôpital Santa Petronila les a accueillis avec son odeur familière de désinfectant et l'écho creux des pas sur le marbre, mais cette fois, il ne se dirigeait pas vers les soins intensifs. Mais vers l'aile des nouveau-nés en bonne santé. Zoraida Constanza les attendait à l'entrée,
fière comme toujours, les cheveux parfaitement coiffés et le regard autoritaire. « Je suis contente que vous ayez pris en compte ma proposition, dit-elle en lui tendant la main. « Nous n'avons encore rien décidé, répondit Ruben. Nous voulons juste voir l'enfant. » Isabelle s'approcha prudemment. Le bébé la regarda sérieusement, ni sourire, ni peur. Il y avait quelque chose dans ce regard direct et curieux qui lui rappelait son père. Elle le prit dans ses bras. Et il se calma aussitôt, se blottissant contre elle. Une petite main lui toucha la joue, et Isabelle sentit une étrange chaleur l'envahir. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle sentit ses seins gonfler et 2 plaques humides s'étendre sur son chemisier. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, effrayée, en jetant un coup d'œil à Zoraida. « L'allaitement » répondit Zoraida en haussant les épaules. « C'est un paradoxe physiologique, mais il arrive parfois qu'un pic hormonal survienne au contact du bébé. » Ruben, observant depuis un coin, s'approcha. Il vit sa femme tenir l'enfant d'un autre et, pour la première fois depuis des mois, une expression paisible apparut sur son visage. Quelque chose bougea en lui. Quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Espoir. Le processus d'adoption s'est déroulé avec une rapidité surprenante. Les relations d'Arturo Nicolas dans les milieux universitaires, qui atteignaient les plus hautes sphères du pouvoir, ainsi que l'habileté administrative de Zoraida Constanza, ont fait leur effet. Il n'y a pas eu de retard bureaucratique habituel. Pas d'évaluations interminables, pas de longues attentes comme si quelqu'un d'en haut avait décidé qu'ils avaient assez souffert. Gabriel, dit Ruben en parlant du prénom. Le nom de quelqu'un qui pouvait supporter n'importe quelle épreuve. Il fallait ouvrir la crèche. Isabelle l'a fait seule un matin, alors que Ruben dormait encore. Elle hésita sur le seuil. Murmura-t-elle à la pièce vide. Je me souviendrai toujours de toi, toujours. Les jours ont pris un nouveau sens. Isabelle s'est pleinement immergée dans la maternité, les tétés, les bains. Les premiers sourires de Grisa. Elle pouvait passer des heures à le regarder dormir, à caresser ses joues potelées, à respirer le parfum laiteux de sa peau. Parfois. Elle se figeait en regardant la poupée de son fils, où il ne restait aucune marque en forme de clé. À ces moments-là, une vague de douleur la submergea, mais elle avait appris à la supporter. Elle respira profondément et expira lentement. Elle se rappela qu'elle méritait d'être heureuse, qu'un enfant ne remplace pas un autre, mais que l'amour peut être infini. Ruben a construit des jouets en bois pour Grisa, de petites répliques de bâtiments de Saint-Jacques-de-Compostelle, des figurines d'animaux, des petits chariots. À mesure que le garçon grandissait, son père commença à lui apprendre à utiliser des outils, à tenir un marteau, à mesurer le bois, à sentir le matériau. Il a les mains d'un restaurateur, dit fièrement Ruben en regardant Grisa. 3 ans, brosser une petite planche avec une brosse de menuisier, concentré. Regardez ces mouvements précis. Lentement, la joie est revenue dans leur vie. Le rire de Grisa remplit l'appartement, chassant les fantômes du passé. Mais parfois, lors des nuits calmes où le garçon dormait, Isabelle allait à la bibliothèque et sortait un volume de Bratsky. Entre ces pages se trouvait la seule photo de sa fille, un petit bébé enveloppé dans des fils de fer, mais avec cette expression familière dans ses yeux gris. À Madrid. Dans un appartement spacieux de l'avenue Lénine, Lucia et Benjamin mettent au lit leur fille adoptive. Paloma, prénommée d'après la grand-mère de Benjamin, pédiatre renommée avant la guerre, avait du mal à s'endormir. Son esprit curieux exigeait une nourriture constante. Même à 3 ans, elle posait des questions qui laissaient les adultes perplexes. « Pourquoi le ciel est-il bleu » demanda-t-elle en regardant par la fenêtre. « À cause de la dispersion de la lumière dans l'atmosphère » répondit Benjamin, habitué à parler sans trop simplifier. « Parce que l'air est composé de molécules qui, grâce à une thérapie expérimentale et à une série d'opérations réalisées par Benjamin et ses collègues, l'état de Paloma s'est stabilisé plus rapidement que prévu. Le syndrome de Gomez-Merchant se manifeste encore par quelques signes, de légères anomalies cutanées cachées par les vêtements, des problèmes digestifs occasionnels. Mais son cœur, principal problème médical, fonctionnait normalement après une opération innovante développée par Benjamin lui-même. Paloma est devenue extraordinairement curieuse et a montré très tôt un intérêt pour la médecine. Une tache de naissance en forme de clé ancienne était clairement visible. Lucia la regardait souvent avec un malaise presque superstitieux. Comme si la marque signifiait plus qu'une simple bizarrerie génétique. Au printemps 2007,
Arturo Nicolas a reçu une lettre d'un collègue de Madrid. Au milieu des nouvelles académiques et des remarques sur la dernière monographie, il y a eu une mention fortuite. Au fait, j'ai rencontré le docteur Zolotario lors d'une conférence. Il a obtenu des résultats remarquables dans le traitement du syndrome rare de Gomez-Merchant. On dit qu'il fait des miracles auprès de patients abandonnés par la médecine traditionnelle. Le vieil historien resta longtemps assis dans son bureau à relire ces lignes. Puis il sortit d'un tiroir une photo de son petit-fils, un garçon sérieux aux cheveux noirs et au regard concentré. Grisa s'assit sur les genoux d'Isabelle et sourit comme elle ne l'avait pas fait depuis longtemps, vraiment heureuse. Arturo Nicolas s'est dirigé vers la cheminée, où les braises brillaient. Murmura-t-il en regardant les flammes consumer les derniers mots. Dehors, Saint-Jacques-de-Compostelle résonnait des sons du printemps, une ville qui recèle plus de secrets que n'importe où en Russie. Une ville où la beauté créée par l'homme est indissociable de la tragédie humaine. Une ville qui enseigne l'acceptation de la complexité de la vie, en refusant les réponses simples. Les cendres s'élevèrent dans l'air et disparurent dans la cheminée, comme tant d'autres secrets de cette maison. Le Saint-Pétersbourg de 2023 n'était pas si différent de celui de 2006. Avec une lenteur aristocratique qui permettait à l'ancien de cohabiter avec le nouveau. L'appartement d'Almagro, sur l'île de Sol, n'avait pas beaucoup changé non plus, seulement. Les étagères étaient plus chargées de livres et les plafonds nécessitaient une nouvelle restauration. Ruben restaura lui-même les stucs, leur redonnant leur netteté d'origine. La professeure Isabelle Arturo, directrice du département de littérature étrangère, et Ruben Andrés, dont le nom apparaît déjà dans des monographies sur la restauration des monuments de Saint-Jacques-de-Compostelle, menaient une vie tranquille. Comme ceux qui ont trop perdu pour ne pas apprécier ce qu'ils possèdent encore. L'ordinateur portable posé sur la table émit un léger son, un appel vidéo entrant. Isabelle sourit en voyant le nom de son fils. Elle appuya sur l'icône d'acceptation, et l'écran s'emplit du visage de Gabriel, pommette marquée, cheveux noirs, regard légèrement ironique. Bien qu'il n'ait aucun lien de sang avec lui, ses traits avaient fini par ressembler subtilement à ceux de Ruben au fil des ans. Peut-être était-ce dû à son expression. Ou à sa façon de tenir la tête haute. « Salut maman », la voix de Gabriel était enthousiaste. « J'ai une nouvelle incroyable. »« Dis-moi tout. » dit Isabelle en rapprochant l'ordinateur portable pour observer avec impatience ce visage bien-aimé. « J'ai développé un nouveau programme pour reconstituer l'aspect historique des bâtiments. » Gabriel s'exprima rapidement, comme toujours lorsqu'il était enthousiaste. Il analyse les vestiges décoratifs, les vieilles photos et les plans d'archives, puis modélise l'aspect d'origine. Imaginez, mon directeur et moi avons déjà obtenu une subvention pour restaurer le manoir Moral. Isabelle le regarda avec fierté. Ce garçon, élevé parmi les livres et l'art. Il disait toujours que tu avais un don particulier pour les détails. Gabriel sourit. Oui, même s'il voulait que je travaille avec mes mains, pas avec un clavier. Mais le monde change. Puis secoua la tête. Non, c'est juste un voisin de la résidence qui est venu me demander des notes. Mais dans son regard transparaissait quelque chose qu'Isabelle n'avait jamais vu auparavant. Un mélange de malaise et d'étrange agitation. Et toi, maman? Comment vas-tu? Il changea rapidement de sujet. Comment se passe la monographie? Ils ont discuté encore une demi-heure de littérature, du nouveau projet de Ruben, la restauration des intérieurs du palais de Mendoza, et des derniers potins universitaires. Une fois la conversation terminée, Isabelle resta un long moment à fixer l'écran noir. Quelque chose dans le comportement de son fils la troublait, même si elle ne parvenait pas à l'exprimer. Ce soir-là, quand Ruben rentra du travail, elle lui parla de cet étrange appel. « Je crois qu'il est avec quelqu'un », dit Ruben en versant du vin dans les verres. Et il a l'air sérieux s'il refuse d'en parler. Mais pourquoi? Isabelle s'enfonça dans son fauteuil, regardant Saint-Jacques-de-Compostelle au coucher du soleil par la fenêtre. Nous avons toujours été si proches. Il ne nous a jamais rien caché. Ruben se tut, faisant tourner le verre entre ses doigts. Peut-être qu'il a l'impression qu'on lui cache quelque chose. Il n'avait jamais dit un mot. Tu crois qu'il cherche sa mère biologique? La voix d'Isabelle tremblait. Je ne sais pas. Ruben s'assit à côté d'elle et lui prit la main. Mais quoi qu'il arrive, il faut lui faire confiance. Il a toujours été plus sage que son âge. Une étrange pause s'est formée dans leur vie, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause. Et ils sont restés immobiles, incertains de ce qu'ils attendaient.
À Madrid, au laboratoire de la faculté de médecine, Paloma Zaragoza se penchait sur un microscope. À 20 ans, elle dirigeait déjà un projet étudiant sur les maladies héréditaires. Son propre cas, le traitement réussi du syndrome de Gomez-Merchant, avait servi de base à la thèse de doctorat de son père et avait révolutionné l'approche thérapeutique des maladies génétiques rares. Paloma, as-tu vu mes notes sur la délétion du chromosome 17 ? Demanda le professeur Villarreal en jetant un œil dans le laboratoire. Ils sont sur ton bureau sous le journal de génétique, répondit-elle sans quitter le microscope des yeux. Que ferais-je sans toi, sourit le professeur. Katia, ton article a été accepté pour publication. Félicitations, a-t-il ajouté. Paloma se redressa avec un sourire radieux. Merci. Des formulaires manquants qui auraient dû être remplis à sa naissance. Fille de médecin, elle connaissait bien les protocoles et avait décelé une anomalie dans son histoire. Au début, elle pensa à une erreur administrative, mais plus elle enquêtait, plus d'anomalies apparaissaient. Et, plus étrange encore, aucune mention de ses parents biologiques n'était faite. Malgré l'importance de cette information dans les cas génétiques. Elle n'avait jamais douté que Lucia et Benjamin étaient ses vrais parents. Il ne lui avait jamais donné de raison de penser le contraire. Mais maintenant, en regardant la tache de naissance en forme de clé sur son poignet, elle se demandait d'où elle venait. Ni Lucia ni Benjamin n'en avaient une. Ce soir-là, lors d'un dîner dans le spacieux appartement de l'avenue Barrio Libertad, Paloma a trouvé le courage d'avoir une conversation directe. « Maman ? Papa, dit-elle en posant sa fourchette, reprenant ses forces. J'aimerais vous demander quelque chose. Je suis adoptée. Lucia se figea, sa tasse levée. Benjamin pâlit. Un lourd silence s'abattit. Pourquoi demandes-tu cela ? Demanda finalement Lucia. J'ai consulté mon dossier médical, répondit Paloma calmement, bien que tremblante intérieurement. Il y a beaucoup d'incohérences et pas un seul mot sur mes parents biologiques, pourtant fondamentales dans une maladie génétique. Lucia et Benjamin échangèrent un regard. Puis Benjamin poussa un profond soupir. Oui, nous t'avons adopté, dit-il. Tu n'avais que quelques mois. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? Paloma ne ressentait aucune colère. Seulement un étrange vide à l'intérieur. C'était une période difficile, et nous avons pris une décision difficile, dit doucement Lucia en couvrant la main de sa fille de la sienne. Nous voulions te protéger. De quoi ? De la vérité. Ce qui compte, ce n'est pas comment tu es entré dans nos vies, mais que nous t'ayons toujours aimé comme si tu étais la nôtre. A ajouté Benjamin. Tu es et tu seras toujours notre fille. Je sais. Paloma serra la main de sa mère. Et je vous aime toutes les deux, mais j'ai besoin de savoir la vérité. Qui sont mes parents biologiques ? Pourquoi m'ont-ils abandonné ? Lucia détourna le regard. On ne sait pas. C'était une adoption fermée. Ils nous ont seulement dit que tu avais une grave maladie génétique et que tes parents biologiques n'avaient pas les moyens de payer le traitement. Paloma sentit que ce n'était pas toute la vérité mais n'insista pas, voyant à quel point ses parents étaient affectés. Plus tard, dans sa chambre, elle sortit des photocopies de documents. Quelque part dans ce chaos bureaucratique de formulaires et de rapports, il devait bien y avoir un indice, une trace de son passé. Après 2 semaines de recherche persistante et en utilisant ses contacts dans le domaine médical, elle a eu accès au dossier de l'hôpital où elle a été soignée lorsqu'elle était bébé. Parmi les papiers jaunis, elle trouva une feuille portant le nom de Nadeza et la signature Alobskaya. Ce nom lui semblait étrangement familier. Elle l'a tapé dans un moteur de recherche et s'est figée devant les résultats. Isabelle Arturo de Almagro, professeure de littérature à l'université de Saint-Jacques-de-Compostelle. Auteur de monographies sur les romans victoriens. Sur la photo, une femme élégante aux yeux gris perçants, si semblable aux siens. Paloma se souvint alors où elle avait entendu ce nom de famille un mois plus tôt. Lors d'une conférence interdisciplinaire intitulée La science et l'art de la restauration, elle avait présenté ses travaux sur la restauration de tissus génétiques. Tandis qu'un jeune homme parlait de la restauration de bâtiments historiques. Comment s'appelait-il ? Gabriel. Gabriel Almagro. Il mentionna que sa mère était professeure de littérature à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce même Gabriel, celui avec qui elle avait parlé toute la nuit après la conférence. Avec qui elle avait ressenti une connexion immédiate, inexplicable, comme s'ils se connaissaient depuis toujours, celui avec qui elle sortait en secret depuis un mois, le cachant à leurs parents.
sans même comprendre pourquoi elle le gardait secret. Le téléphone sonna, interrompant son flot de pensées. Le nom de Gabriel apparut à l'écran. « Bonjour », dit-elle, et même pour elle. Sa voix semblait étrange. « Paloma, j'ai une idée », dit-il rapidement, tout excité. « Ce week-end, je vais à Saint-Jacques-de-Compostelle. Viens avec moi. Je veux te présenter mes parents. » Paloma ferma les yeux, absorbant l'ironie de la situation, lui présentant son parent. Si son intuition ne l'avait pas trompée. « Oui », répondit-elle d'un ton décidé. « Je viens avec toi. »« Je veux que tout soit parfait », répondit Isabelle en disposant soigneusement les assiettes. C'était la première fois qu'il voyait la femme qu'il avait choisie. La hantait depuis que Gabriel avait annoncé qu'il viendrait avec sa petite amie. Peu avant leur arrivée, alors qu'elle vérifiait la chambre d'amis, Isabelle renversa accidentellement une étagère. Un volume de Bratsky s'ouvrit sur une page où elle avait conservé la seule photo de sa fille, une petite fille avec une tache de naissance en forme de clé sur son poignet. Pendant 17 ans. Elle avait gardé cette photographie cachée, ne la montrant jamais à personne, pas même à Ruben. Isabelle le fixa un long moment, traçant doucement la petite marque avec son doigt. Puis elle a remis la photo dans le livre et l'a remise à sa place. Le passé doit rester dans le passé, se dit-elle, mais son cœur lui faisait mal. La sonnette a retenti à 6 heures précises. Ruben alla l'ouvrir tandis qu'Isabelle restait dans le salon, respirant profondément pour calmer le tremblement de ses mains. « Maman, papa », annonça la voix solennelle de Gabriel. Celle de sa grand-mère, la marque de la famille Almagro. Le monde a commencé à tourner autour d'elle. Les sons devenaient lointains et étouffés. La dernière chose qu'elle vit avant de s'évanouir fut ses yeux gris inquiets, si semblables aux siens. Les yeux de sa fille, la fille qu'elle avait pleurée pendant 17 ans. C'est comme une pause entre les battements de cœur lorsque le temps s'arrête puis tombe comme un barrage brisé. C'était le genre de silence qui enveloppait la chambre quand Isabelle ouvrit les yeux. Le premier visage qu'elle vit fut celui de Ruben, penché sur elle. Les rides qui n'étaient pas là 17 ans plus tôt plissaient désormais son front, mais ses yeux étaient les mêmes, bruns. Profonds, capables de la lire comme un livre ouvert. « Je suis de retour », murmura-t-elle, sans savoir si elle rêvait encore. « Oui », répondit doucement Ruben. « Tu l'as vu ?» demanda-t-il en lui serrant la main jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. « La tache de naissance, » acquiesça-t-elle. « Comme le tien. Comme celui de ta mère. » Isabelle ferma les yeux. Quelque chose en elle s'est brisé au pas son cœur, mais quelque chose de plus profond, de structurel. Le mur qu'elle avait construit pendant 17 ans s'est effondré. « Où sont-ils » demanda-t-elle en s'asseyant dans son lit. « Dans le salon. Ils attendent. » Paloma leur a prodigué les premiers soins. Très professionnelle. Elle a une formation médicale. Écoutant son corps, ses sensations. Curieusement, il n'y avait aucune faiblesse, seulement une clarté vive, comme le calme après une tempête, lorsque l'air est clair et brillant comme du cristal. Dans le salon, Gabriel faisait les 100 pas entre la fenêtre et la bibliothèque. Paloma se tenait près du mur avec les photographies, examinant attentivement les visages immortalisés dans les vieilles images. Elle se retourna lorsqu'elle entendit des pas, et Isabelle se figea, surprise de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Demanda Paloma d'une voix à la fois distante et inquiète. Il y a eu une chute soudaine de la tension artérielle. J'ai essayé de le mesurer, mais ce tensiomètre est inhabituel. Il appartenait à mon arrière-grand-père, répondit machinalement Isabelle. Ceux au mercure sont plus précis que les électroniques, disait-il à propos de l'appareil. Mais il se regardait avec l'impatience d'archéologues découvrant les vestiges d'une ancienne civilisation. Ils ont cherché, trouvé et s'émerveillé. Ruben s'éclaircit la gorge. Je pense que nous devons tous parler ensemble. Dans le bureau de papa, dit Isabelle. L'ambiance y est parfaite. Le bureau d'Arkadio Nikodimovic est resté intact depuis sa mort il y a 3 ans. Le bureau en chêne, couvert de livres et de manuscrits, le fauteuil en cuir aux accoudoirs usés. La vieille carte géographique accrochée au mur. Autrefois, c'est là que se jouaient les destins des traités historiques et des thèses de doctorat. Aujourd'hui, le sort de leur famille. Ils étaient assis autour de la table comme un conseil d'anciens. Par instinct, Isabelle prit la chaise de son père. Commença-t-elle en regardant Gabriel et Paloma. Une histoire qui a commencé avant ta naissance.
Ruben lui prit la main et elle ressentit de la gratitude pour ce geste silencieux de soutien. Isabelle regarda directement dans les yeux de la jeune femme. « Tu es notre fille biologique. » Paloma ne bougea pas. Seules ses mains agrippant une tasse de thé se resserrèrent jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle n'avait pas l'air surprise. « Je l'ai étudié. Je me suis étudié moi-même. » Ruben hocha la tête. « Votre cas était grave. Les médecins ne laissaient guère d'espoir. Nous ne pouvions pas nous permettre le traitement expérimental, a poursuivi Isabelle. Le docteur Saragossa a proposé de vous inscrire à un programme de recherche. Mais cela nécessitait une adoption formelle. Alors Gabriel, qui était resté silencieux, se leva brusquement. « Que suis-je alors ?» Isabelle vit une tempête d'émotions traverser son visage, choc. Ils avaient tout détruit avec une seule confession. Il sortit de la pièce en trombe, claquant la porte si fort qu'une photo d'Arkadio Nikodimovic tomba de la table, brisant le verre en fragments. Un lourd silence s'abattit. Paloma fut la première à le briser. « J'aurais dû m'en douter plus tôt, dit-elle doucement. Cet étrange sentiment de familiarité que j'avais ressenti lors de notre première rencontre, je l'avais attribué à une affinité intellectuelle, à des intérêts communs. Lui sur la restauration de bâtiments historiques. Nous ne nous sommes pas rencontrés de manière romantique plus tôt. » Un visage calme masquant une tempête d'émotions. Elle pensa brièvement, « Elle me ressemble plus que je ne l'imaginais. »« Parle-moi de ta vie, » insista Isabelle, « des Olotario. De la façon dont tu as grandi. » Paloma sourit pour la première fois depuis qu'ils ont commencé à parler. « J'ai reçu la vie 2 fois, lorsqu'ils m'ont accueilli et lorsqu'ils m'ont guéri. Mon père a développé une nouvelle technique chirurgicale pour le syndrome de Gomez-Merchant. Ma mère s'est concentrée sur la thérapie génique. Ils m'ont reconstruit, petit à petit. Non pas à cause de sa maladie mais à cause de son intelligence vive, et de sa décision de devenir généticienne pour aider les enfants atteints de maladies similaires. Quand j'ai commencé à soupçonner que j'avais été adopté, a poursuivi Paloma, j'ai commencé à chercher des informations. J'ai fait appel à mes contacts dans le milieu médical. Consulter des dossiers et trouver une feuille portant le nom de Nadeza et une signature très pâle. Le reste n'était que technique. » Ruben resta silencieux. « Je vais parler à Brisa. Elle doit être sur le toit. C'est son refuge depuis son enfance. » Alors que la porte se refermait derrière lui, Isabelle et Paloma restèrent seules. Deux femmes unies par le sang et séparées par le temps. « Je veux te montrer quelque chose, » dit Isabelle en se levant. La porte de la chambre d'enfant s'ouvrit doucement en grinçant. L'odeur d'un espace intact aux poussières, vieux livres, tant préservés les enveloppait. Paloma est entrée la première, véritablement surprise par la vue. La pièce ressemblait à une exposition de musée, un berceau ancien, des étagères remplies d'histoires pour enfants, des jouets qui n'avaient jamais été touchés par un enfant. « C'était censé être ta chambre, » murmura Isabelle. « Pendant des années, je n'ai laissé personne entrer ici. Même quand Brisa est arrivée, nous lui avons préparé une autre chambre. » Passant ses doigts le long des tranches, des contes de Pouchkine ou Le Petit Prince. « J'avais l'habitude de venir ici quand personne ne regardait, » a avoué Isabelle. « Je t'ai parlé. » Puis la douleur s'est atténuée. Elle n'a pas disparu, mais est devenue une partie de moi. Isabelle se dirigea vers la fenêtre et tira le lourd rideau. « Tu sais ce qui est étrange ? J'ai toujours eu l'impression que tu étais vivant, quelque part. Peut-être une intuition maternelle, ou juste une façon de nier la douleur. Mais j'avais raison. » Paloma s'arrêta devant une vieille photo accrochée au mur, une jeune femme aux yeux gris et une petite tache de naissance sur le poignet. « C'est ta grand-mère, » dit Isabelle. « Ma mère est également morte d'une maladie génétique, mais pas du syndrome de Gomez-Merchant, une autre maladie encore plus rare. Mon père me l'a caché avant ma naissance. »« C'est toi qui m'as donné mon prénom ?» demanda soudain Paloma. « Nadezda. » Isabelle hocha la tête. « Je voulais que tu saches que tu n'avais pas été abandonnée sans raison. Que tu avais une histoire, un nom, même si tu ne l'avais jamais su. »« J'aime Paloma, » sourit la jeune femme. « Mais maintenant. Je comprends pourquoi mes parents m'appelaient parfois « notre espoir ». Elle se tenait près de la fenêtre. Contemplant les toits de Saint-Jacques-de-Compostelle baignés par la lueur du coucher de soleil, deux femmes, l'une avec une histoire de perte, l'autre avec une histoire de découverte. « Si seulement ?» interrompit doucement Paloma,
ce sont les mots les plus inutiles de toute langue. Ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, autre chose compte. Puis-je m'asseoir avec toi, demanda Ruben en s'approchant. Gabriel haussa les épaules sans se retourner. Cela n'a plus d'importance maintenant. Ruben s'assit à une distance respectueuse. Sans envahir l'espace de son fils mais en faisant clairement connaître sa présence. Je comprends que tu te sentes trahi, commença-t-il. Non, tu ne le feras pas, rétorqua Gabriel. Tu ne peux pas comprendre ce que ça fait de découvrir que la fille avec laquelle tu as ressenti une connexion ou quelque chose dont tu n'avais jamais rêvé s'avère être ta sœur. Et alors? Tu le savais? Qu'aurais-tu pu faire pour l'empêcher? Nous ne savions pas qu'ils se rencontreraient, dit doucement Ruben. Comment aurions-nous pu le prévoir? Madrid est immense. Ils auraient pu être honnêtes dès le début. Gabriel frappa du poing la balustrade. Ils auraient dû me le dire quand j'ai découvert que j'étais adopté. Je t'ai prévenu de quoi? Qu'elle était morte depuis longtemps. Gabriel se tourna vers lui, les larmes aux yeux les premières depuis qu'il avait quitté l'enfance. Et moi? Murmura-t-il. Aviez-vous prévu de me dire qui était ma mère biologique? Où étais-je censé le découvrir par moi-même? Ruben soupira profondément. On t'a dit que tu avais été adopté à 13 ans. Tu n'as jamais posé de questions sur tes parents biologiques. On pensait que tu te renseignerais quand tu serais prêt. Ils se turent. Un vent frais soufflait de la Neva, apportant l'odeur de l'eau et du granit humide. En bas, un tramway criait au coin d'une rue. Tu sais, dit finalement Ruben. Quand ta mère et moi t'avons vu pour la première fois à l'hôpital. Ruben sourit en se souvenant du moment. Tu as été mon fils chaque jour de ces 17 années, non pas par le sang, mais par amour, par choix. Pour la première fois. Gabriel s'autorisa à pleurer véritablement, sans retenue. Ses épaules tremblaient de sanglots tandis que Ruben le tenait fermement et fort, comme il l'avait fait lorsque Gabriel était un garçon. Je suis tellement confus, sanglota Gabriel. Je ne sais plus quoi faire. Que ressentir? Pour Paloma, pour nous tous. Personne ne le sait, répondit Ruben. Nous sommes tous dans le même bateau et nous allons résoudre ce problème ensemble. Cet après-midi-là, Lucia et Benjamin arrivent à l'appartement, convoqués d'urgence par Paloma. La rencontre gênante de deux couples de parents ressemblait à une réception diplomatique. Tout le monde était extrêmement courtois. Mais la tension était si palpable qu'elle aurait pu être tranchée au couteau. Lucia, une petite femme aux yeux marron vifs et aux mouvements énergiques, fut la première à rompre le silence formel. Je me suis toujours demandé à quoi ressemblerait cette réunion, dit-elle d'une voix chaleureuse mais hésitante. Je l'ai imaginé des centaines de fois ou parfois avec des scandales. Ses cheveux poivre et sel encadrant son visage. Ils abordaient tout avec analyse, même leur propre drame. La tension s'apaisa légèrement lorsqu'ils s'installèrent dans le salon. Pour la première fois, Isabelle observa attentivement ceux qui avaient élevé sa fille. Elle voyait des échos des gestes de Lucia dans les mouvements de Paloma. On a enfreint de nombreuses règles pour la sauver, et encore plus pour l'adopter. Ruben se tendit, mais pourquoi? Pourquoi toi? Parce que Benjamin avait une méthode expérimentale. Répondit Lucia, mais elle n'aurait pas été acceptée comme essai clinique officiel. Trop risqué, avec des données insuffisantes. Et si la fille était notre fille? Vous pourriez prendre des décisions pour elle, conclut Isabelle, même des décisions médicales. Lucia hocha la tête solennellement. Nous ne savions pas si elle survivrait. Elle regarda Isabelle avec une compréhension inattendue. Tu as pris la décision la plus difficile, la laisser partir. Nous avons pris la nôtre, celle de nous battre pour elle. Sans aucune garantie de succès, a ajouté Benjamin, son entêtement remplaçant parfois le professionnalisme. Il est intéressant de noter que ces paroles ne contenaient aucune accusation. Seulement une reconnaissance factuelle et une compréhension masculine de la complexité du choix auquel Isabelle et Ruben avaient été confrontés. Gabriel et Paloma échangèrent un regard et se levèrent ensemble. Allons faire un tour, dit doucement Gabriel. Il faut qu'on parle seul. Ils marchèrent le long des rives de la Neva, où les balustrades de granit conservaient encore la chaleur du jour. Le vent jouait avec les cheveux de Paloma, et Gabriel s'étonna de la trouver encore belle, même maintenant, connaissant la vérité. Mais c'était un sentiment différent, pas une attirance romantique, mais quelque chose de plus profond, de fraternel.
C'est étrange, n'est-ce pas, dit-il finalement. Comme la vie peut tout changer en une seule journée. Pas du jour au lendemain, Paloma secoua la tête. Ça a commencé il y a 17 ans, ou peut-être même avant. Quand notre mère a hérité d'une prédisposition génétique. Le destin, sourit Gabriel. Mais tu es un scientifique, tu n'y crois pas. Je crois en la génétique, répondit-elle sérieusement. C'est peut-être pour cela que nous avons tous deux hérité d'un amour pour la restauration, le vôtre architectural, le mien génétique. C'est peut-être pour cela que nous ressentons ce lien. C'était quelque chose de différent, quelque chose d'étrange, comme si je te connaissais depuis toujours. Ce n'était pas de l'amour romantique, acquiesça Paloma. C'était autre chose. Comme si j'avais retrouvé une part de moi-même. Ça peut paraître cliché, mais je comprends, l'interrompit-il. J'ai ressenti la même chose. Ils se turent, chacun perdu dans ses pensées. Alors Gabriel demanda, que faisons-nous maintenant? Construis une nouvelle relation, haussa les épaules Paloma. Toi et moi, frères et sœurs. Nos parents tous les quatre trouveront un moyen de survivre dans cette nouvelle réalité. Nous n'avons pas le choix. Gabriel rit. Tu sais? Je vais chercher ma mère biologique. Zoreda Constanza a donné l'information à nos parents. Elisabeth Gorskaya travaille dans une clinique ici à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pourquoi riez-vous? Hier, j'avais 2 parents. Nos histoires sont à jamais liées. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons construire un nouvel avenir ensemble. Le syndrome de Gomez-Merchant est toujours considéré comme incurable, mais j'en suis la preuve vivante. Mon père Benjamin et moi rédigeons un article sur notre méthodologie. Si je n'avais pas été malade, je n'aurais pas été donné en adoption et tu aurais grandi avec moi comme ta sœur. Mais alors je ne serais pas venu dans cette famille. Dit Gabriel en secouant la tête. Quelqu'un d'autre m'aurait adopté, ou j'aurais grandi dans un orphelinat. Ils se regardèrent. 2 personnes dont les vies s'étaient entrelacées selon un schéma imprévisible. Rentrons à la maison, dit Paloma. Avec nos parents, avec tous nos parents. Le lendemain matin a commencé avec une atmosphère étonnamment chaleureuse pendant le petit déjeuner. Les 2 familles se sont réunies dans la grande salle à manger de l'appartement Almagro. L'inconfort initial a peu à peu cédé la place à un intérêt mutuel. Benjamin et Ruben ont discuté avec enthousiasme de leur profession. Sourit Ruben. Mais ils peuvent s'effondrer sur des dizaines de personnes, a répondu Benjamin. Lucia et Isabelle, assises en face d'elle, ont découvert un amour commun pour la littérature victorienne. Je veux partager ma décision, dit Gabriel en se redressant avec une expression déterminée. Je vais rencontrer Elisabeta Gorskaya. Je ne cherche pas une nouvelle maman, continua Gabriel en regardant Isabelle. Mais je veux connaître toute mon histoire. Comprendre pourquoi elle m'a abandonné, qui est mon père biologique. J'ai le droit de connaître mes origines. Bien sûr que oui, répondit chaleureusement Lucia. Chaque être humain devrait connaître ses racines. Paloma hocha la tête. Je t'aiderai si tu veux. Bien sûr que oui. Gabriel regarda sa sœur avec reconnaissance. Nos histoires sont à jamais liées. Nous ne pouvons pas changer le passé. Mais ensemble nous pouvons construire un nouvel avenir. Bien dit, sourit chaleureusement Benjamin. Comme dans un livre, ou dans la vie, murmura doucement Isabelle. Ce qui est parfois encore plus surprenant que n'importe quel livre. Ruben jeta un coup d'œil à sa montre. Je dois me mettre au travail. C'est la dernière phase de restauration du palais de Mendoza. Je ne peux pas la rater. Et j'ai une conférence, a ajouté Lucia. Benjamin, tu te souviens de ce cours sur la thérapie génique? J'aimerais beaucoup l'entendre, dit soudain Ruben. Si l'événement est ouvert, bien sûr. Plus qu'ouvert, acquiesça Lucia. Nous accueillons toujours de nouveaux auditeurs. Surtout des membres de notre famille. Le mot de famille cela semblait étrangement naturel, comme si les murs du vieil appartement, témoins de générations de la lignée Almagro, avaient silencieusement accepté et approuvé l'expansion de leur lignée. Quand tout le monde fut parti, Paloma s'attarda dans la salle à manger, les yeux fixés sur le vieux buffet en acajou. C'est du boulot de Carelli, dit Isabelle, remarquant son intérêt. Il est presque impossible d'en trouver de nos jours. Le buffet avait survécu à la Révolution, au siège, au régime soviétique et au drame de leur famille,
ajouta Paloma avec un léger sourire. Résilie, comme toi. Isabelle toucha doucement la main de sa fille. Tu sais, toutes ces années. J'ai imaginé qui tu serais, ta voix, tes centres d'intérêt, ton caractère. Et maintenant, te voilà, si différent et pourtant si familier. Tu m'imaginais plus docile? Demanda Paloma. Moins direct? Pas du tout, Isabelle secoua fermement la tête. J'ai toujours su que tu serais déterminé et fort. C'est dans le sang des Almagro. Une obstination frisant la folie. Ma mère était pareille. Ils se turent, s'adaptant à cette nouvelle proximité qui se formait entre eux. Elle ne fut ni soudaine, mais grandit à chaque mot, à chaque regard échangé. Expliqua-t-elle en ouvrant le couvercle. La lignée féminine avait transmis ce savoir de mère en fille pendant près de 2 siècles. À l'intérieur, sur du velours délavé, se trouvaient plusieurs bijoux, un médaillon en argent, des boucles d'oreilles en perles, un délicat bracelet en or portant un message. J'aurais dû te donner ça à ta majorité. Isabelle sortit le médaillon et, bien que tard, le tendit à Paloma. Elle le reçut avec soin, admirant le savoir-faire artisanal, des feuilles de chêne argentées encadrant une pierre bleue ovale. Aigues-marines, dit Isabelle. La couleur de tes yeux, des miens, de ceux de ma mère. Paloma ouvrit le médaillon. À l'intérieur se trouvait une photographie miniature d'une jeune femme. La même que celle accrochée dans le bureau d'Arturo Nicolas. Ta grand-mère, acquiesça Isabelle. Elle serait fière de toi, médecin de 3e génération. Merci. Murmura Paloma en plaçant le médaillon autour de son cou. Isabelle vit les mains de sa fille trembler et réalisa que malgré son extérieur calme, Paloma ressentait la même chose, un mélange de douleur, de joie et d'immense soulagement d'avoir retrouvé une partie perdue d'elle-même. Cette nuit-là, ils se sont réunis sur le balcon de l'appartement d'Almagro. Le ciel au-dessus de Saint-Jacques-de-Compostelle scintillait de nuances de rose et d'or. Décoration en stuc, colonnes en marbre, maçonnerie soignée. Tout semblait être revenu du passé sans perdre une goutte de sa grandeur. Parfois, il faut décaper les fondations pour construire quelque chose de nouveau, murmura Ruben, le regard fixé sur le bâtiment comme celui d'un restaurateur professionnel. Isabelle prit sa main et enroula son autre bras autour des épaules de Paloma. Ou reconstruire ce qui a toujours eu de la valeur, a-t-elle ajouté. Benjamin hocha la tête. En chirurgie, on appelle cela une incision. Ce n'est qu'en exposant les tissus endommagés qu'on peut comprendre comment les guérir. En génétique, a ajouté Paloma. Nous recherchons des séquences d'ADN modifiées pour restaurer la fonction, en revenant à la conception originale. Lucia sourit. Comme dans la bonne littérature, d'abord le chaos. Puis le rétablissement de l'ordre, mais à un nouveau niveau. Nous sommes tous des restaurateurs, conclut Gabriel. Chacun à notre manière. Ils se turent. La mémoire historique de Saint-Jacques-de-Compostelle, gravée dans la pierre et le granit, semblait les observer avec bienveillance. Une ville qui avait survécu aux révolutions et aux guerres, aux sièges et aux inondations, comprenait le coût de la restauration. Il savait que parfois il faut perdre pour gagner, détruire pour reconstruire, lâcher prise pour regagner. Et lorsque les derniers rayons du soleil doraient le dôme de la cathédrale Saint-Isaac et qu'une douce brise apportait le parfum de l'eau et de l'été de la Neva, les 6 personnes présentes sur le balcon du vieux bâtiment sentaient que l'histoire de leur vie ne faisait que commencer. Un nouveau chapitre sur une page blanche. Mais avec le souvenir du passé qui avait fait de ce qu'ils étaient. La marque en forme de clé sur le poignet de Paloma brillait dans le crépuscule. Pas une malédiction, mais un cadeau. Ce n'était pas une marque du destin, mais une clé vers l'avenir, où il n'y avait pas de place pour les secrets ou le silence. Seulement la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Aucun jugement n'a été porté, seulement la reconnaissance d'une expérience maternelle commune, bien que vécue sous des formes différentes. Les jours s'écoulèrent, se muant en mois puis en années. Une vie brisée 17 ans plus tôt se reconstruisait pas selon le plan initial, mais peut-être d'une manière plus riche, plus profonde et complexe. Paloma continua ses recherches sur les maladies génétiques, sauvant des enfants dont les diagnostics étaient autrefois synonymes de condamnation à mort. Gabriel retrouva sa mère biologique et découvrit ainsi une autre facette de lui-même. 2 familles fusionnèrent en une seule, forgeant de nouveaux liens où chacun trouva sa juste place. La marque en forme de clé sur le poignet de Paloma demeura le symbole d'une histoire remarquable, comment le destin peut parfois prendre pour mieux donner.
Comment la décision la plus douloureuse peut devenir un véritable salut? Et comment l'amour maternel, filial, humain peut franchir toutes les barrières? Que feriez-vous à la place d'Isabelle et Ruben? Comment réagiriez-vous si vous étiez Gabriel, découvrant que la jeune fille qui vous attirait inexplicablement est en réalité votre sœur biologique? Partagez vos pensées dans les commentaires. Chaque histoire est singulière, chaque décision mérite respect. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle m'a ému en l'écrivant, laissez un like et partagez-la avec vos proches. Il existe beaucoup d'histoires de douleur et de séparation, mais bien moins de récits de retrouvailles et de guérison. Changeons cet équilibre ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des récits de décisions difficiles, de choix complexes, et de la manière dont parfois les ténèbres les plus profondes de nos vies deviennent le seuil vers la lumière.